Bonjour, bienvenue à ces quelques instants consacrés à un livre. Et le livre que je voudrais vous proposer de découvrir aujourd'hui est un livre de Régis Debray, D-E-B-R-A-Y, à ne pas confondre avec les autres. Et ce livre s'intitule L'erreur de calcul. C'est un petit livre de 54 pages, publié aux éditions du Cerf. Dans une sorte d'une collection qui s'appelle, je crois, Le Point sur la table. Enfin, je lis Le Point sur la table. Alors pourquoi ce livre m'a intéressé? D'abord parce que j'aime beaucoup Régis Debray, vous savez probablement qui c'est, et que j'ai acheté beaucoup de livres de lui, et je les ai lus et je n'ai jamais été déçu. Alors quand il y a un livre de Régis Debray qui sort, je le regarde évidemment, mais il y avait une autre raison, c'est que il a tapé du poing sur la table, un petit peu quand même, à la suite de ce qui a déclenché ce coup de poing, si je puis dire. C'est la phrase du Premier ministre en août 2014, quand il s'est déplacé pour aller rencontrer les gens du MEDEF, l'association des patrons de France, le syndicat plutôt, et cette phrase qu'il a prononcée est une phrase assez courte. Il a dit « J'aime l'entreprise ». Et ça a déclenché des réflexions chez Régis Debray, cette phrase, et que cette phrase. Alors, globalement, qu'est-ce que dit son livre? Son livre dit, il y a des choses permutes. En d'autres termes, les choses permutes. Ce qui est au centre vers la périphérie. Alors, ce qui est au centre pour lui, c'est quoi? C'est le pouvoir d'une nation et le pouvoir d'un État légitime, et cet État représente la nation. Et en fait, sa permutation, c'est que ces pouvoirs-là migrent vers les multinationales et le pouvoir du business. Donc ça, c'est l'idée générale. Et c'est ce j'aime l'entreprise qui a déclenché chez lui cette réflexion qu'il avait évidemment avant, mais qui a déclenché ce petit livre et ce condensé de ses réflexions à ce propos. Donc je ne vais pas me livrer à un ensemble de... Je ne vais pas tout vous dire sur ce livre-là parce qu'il est extrêmement riche et qu'il n'y a pas une phrase inutile, mais je vais tenter de vous faire partager les idées qui m'ont, moi, frappé ou intéressé ou qui m'ont fait réfléchir, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. La première idée, me semble-t-il, c'est que, ce que je disais en préambule, les importants ont permuté, enfin je le cite, les importants ont permuté. Alors les importants, évidemment, c'est les gens importants, mais c'est les choses importantes, c'est les symboles importants qui permutent. Et pour lui, il y a une symbolique très forte, c'est que quand un Premier ministre se déplace pour aller voir un syndicat quelconque, en l'occurrence le syndicat des patrons, eh bien, il dit il y a quelque chose qui se produit, là, c'est l'homme d'affaires qui reçoit l'homme d'État. Il fut un temps où c'était l'inverse. Voilà, donc je pense qu'il y a une symbolique qui est assez forte. À ceci s'ajoute pour lui donc, et en conséquence, ce n'est plus l'échelle des mérites, mais c'est l'échelle des revenus qui vaut. Et puis il dit, d'ailleurs ça se voit dans les structures organisationnelles de notre État, où les hiérarchies sont en train de se managériser. Alors le mot n'existe pas évidemment, mais c'est moi qui l'emploie, lui il ne l'emploie pas. Il dit par exemple, alors là pour le coup c'est lui qui le dit, à l'Élysée il y a le PDG de l'entreprise France, à Matignon il y a le management, le top management, au Sénat il y a le conseil de surveillance, et au Palais Bourbon il y a le comité d'entreprise élargi. Donc le Premier ministre aime l'entreprise, ce qui veut dire que ce qu'il aime, c'est la France entreprise. C'est la France qui devient une entreprise. Et pour Debray, c'est une autre civilisation qui émerge, qui n'a jamais eu lieu. Cette civilisation n'est jamais apparue, et c'est une civilisation qui émerge. Et il est évidemment un peu, comment dire, un peu comme nous tous ici, il ne sait pas ce que va être cette civilisation. Mais en tous les cas, il en voit déjà les effets dans l'organisation, dans la façon de penser et dans l'exercice du pouvoir. Il dit aussi, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça très bien, il dit aimer c'est graviter autour d'un soleil. Donc ce qui est nouveau aujourd'hui dans notre civilisation, c'est que le soleil a changé. Et que ce soleil, c'est le business.
Alors, il y voit quelque chose dans cette permutation des pouvoirs, il y voit quelque chose d'assez messianique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déléguer le pouvoir dans le marasme dans lequel nous sommes, dans la crise économique dans laquelle nous sommes, s'ajoute la crise sociale, la crise morale, etc., etc. Donc on va trouver une sorte de salut, une sorte de nouveau Messie, on va donner l'autorité à ce Messie de nous sortir de ce marasme, et donc c'est au business qui est chargé de le faire. C'est le business qui est chargé de le faire, puisqu'il serait à l'origine de tous les bonheurs possibles, le pouvoir d'achat, la consommation, etc., l'équilibre des comptes, la croissance et toutes ces choses qui nous rendent heureux, c'est bien connu. Mais en déléguant le pouvoir d'État légitime de l'État à un pouvoir illégitime, en dehors du fait que ça pose question sur la démocratie ou la République, mais il y a une autre chose, c'est que le pouvoir devient exorbitant, évidemment, puisque ce pouvoir-là est chargé du salut. Et puis il y a ce point exorbitant qui il rentre dans nos intimités, dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos mots, dans nos constructions de phrases. Et il en cite quelques-unes comme ça de ces phrases avec ces mots du pouvoir du business. Il dit par exemple, on gère ses enfants, n'est-ce pas, gérer. On investit du temps, investir. On s'approprie un rêve, s'approprier. On souffre d'un déficit d'image, déficit. On jouit d'un capital santé, capital. On est bankable, pas de commentaire. On tente de garder sa cote. Sa cote donc. On joue gagnant-gagnant. On dit plus maintenant oui, on dit vendu ou j'achète. On s'émeut devant un paysage ou devant une peinture qui vaut de l'or. Et puis on est en la quête d'un nouveau Graal, puisqu'il y a une nouvelle foi. Il y a donc un nouveau Graal, et ce nouveau Graal, c'est le low-cost. Donc voilà, voilà la permutation qui s'opère, mais y compris dans la façon dont nous utilisons les mots pour décrire notre rêve. La deuxième chose qu'il dit, puisque l'économie a pris le pouvoir, puisque le business a pris le pouvoir, et que ce business ne s'exprime que par ce qui est comptable, ce qui est évaluable et comptable, alors tout est devenu évaluable et comptable. Prenez un exemple, dit-il, vous êtes à la tête d'une chaîne de télévision ou du service public, on ne vous demandera pas de rendre des comptes sur les contenus que vous allez proposer, sur les qualités culturelles ou ses carences, ni sur la qualité de l'information délivrée ou des investigations. Non, non, on vous jugera et vous serez évalué sur le nombre de téléspectateurs que vous faites le soir où vous diffusez votre émission, et si vous ne faites pas le nombre de téléspectateurs voulus, alors vous serez sanctionné et tensé. On ne vous tensera pas si vous avez échoué culturellement, si vous avez proposé un programme qui n'était pas de bonne qualité, en tous les cas qui ne pouvait pas faire partie d'une mission de service public, non. On vous tensera parce que vous n'avez pas fait l'audimat requis. De la même manière, un chercheur ne sera pas évalué sur ses pistes de recherche, l'utilité sociale de ses recherches, ou l'utilité tout court de ses recherches, ou quelquefois l'inutilité de ses recherches, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, il sera évalué sur le nombre de publications qu'il fera par an, et de préférence dans les livres anglo-saxons, puisqu'il n'y a que cela dans les revues anglo-saxonnes, puisqu'il n'y a que cela qui vaille maintenant. Le ministre de l'Intérieur sera évalué sur le nombre de reconduites à la frontière, ou d'éloignement, comme on dit, des étrangers. Et il fut un temps où on annonçait les chiffres régulièrement, le ministre a fait tant de reconductions à la frontière, ou tant de procédures d'éloignement, etc., etc., et il fallait augmenter évidemment tous les ans. Le préfet, lui, bien, sera jugé probablement sur le nombre de camps de Rome qu'il aura démantelés, l'agent de circulation sur le nombre de contredanses qu'il aura imposé, et le film sur le nombre d'entrées qu'il aura fait. Et donc, globalement, après cette petite liste-là, mais vous pourriez la continuer à l'envie, hein, parce que les exemples ne demandent pas, puisque évidemment tout est comptable, tout est comptabilisé et comptabilisable, eh bien il y a une confusion évidemment entre l'excellence et la performance. Et donc ça aboutit à un monde totalement marchandisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui échappe à une étiquette qu'on pourrait poser, qui serait à vendre ou à louer. Et tout est à vendre et tout est à louer. Et il cite par exemple la banque du sperme. Il cite par exemple le marché du foie et du rein. Il cite par exemple les ventres qui se louent.
il cite par exemple les réputations qui se tarifient, la réputation d'un joueur de football, la réputation d'un animateur de télévision, etc. etc. Donc l'économie, le business a à ce point investi la totalité de l'activité humaine, qu'elle la dirige maintenant et qu'elle n'est plus dirigée. D'ailleurs, si vous tentiez de dire que l'économie, il faudrait un peu la diriger, sinon elle deviendrait folle, on vous accuse évidemment de dirigistes, voire de collectivistes, voire insulte suprême de communistes, et insulte encore plus suprême si elle peut dépasser celle du communisme, de marxisme, et donc c'est absolument terrible, donc on ne peut pas diriger l'économie, l'économie est bonne par essence. Et donc elle dirige les esprits, elle dirige les vies, elle dirige les intimités, et sans qu'on puisse s'y opposer. Alors il parle évidemment de cette économie qui entretient ses propres rituels, comme n'importe quel type de croyance, et donc le rituel favori, le rituel des experts, des économistes, on dit d'ailleurs de grands économistes, il ne peut pas y citer de petits apparemment, et donc ces rituels sont faits à partir, vous savez, de ces prévisions de croissance, de prévisions d'endettement, de prévisions de comptes, de prévisions, etc., etc. Donc qui sont globalement faux à chaque fois, mais qu'on rectifie juste à ce qu'on tombe sur le chiffre juste une fois que le délai de prévision est passé. Et on a l'impression, dans le fond, que c'est ni plus ni moins ce que faisaient les prêtres romains quand ils ouvraient un poulet pour regarder ce que les augures allaient dire de l'avenir. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas une grosse différence, et quand nos experts se trompent, eh bien, ce n'est pas grave, avec la même arrogance, ils reviennent nous redire l'avenir, qui n'a... je ne suis même pas sûr que ce soit l'équivalent d'une astrologie bien faite. Alors il a une petite phrase que je vous lis parce qu'elle m'a amusé. Finalement, le néolibéral, l'homme néolibéral, le grand économiste, et puis tous les turiféraires de cette idéologie, de cette croyance, le néolibéral est un marxiste retardataire, à ceci près que le travail n'est plus un moyen d'émancipation, mais un manque à gagner pour les actionnaires. Donc je le répète parce qu'elle est vraiment belle cette phrase, enfin belle, elle est intéressante. Le néolibéral est un marxiste retardataire, à ceci près que le travail n'est plus un moyen d'émancipation, mais un manque à gagner pour les actionnaires. Ce que je vois dans la comparaison, c'est que le néolibéral est un marxiste retardataire, c'est-à-dire ce sont deux idéologues dogmatiques qui sont d'une rigidité absolue, et qui sont, même pour le coup, très intégristes, et que quand le néolibéral se fout du marxisme, on le comprend bien, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de concurrence dans ces intégrismes-là. Il parle aussi, une quatrième idée qu'il jette, qui est la confusion qu'il y aurait entre fin et moyen. Et donc, il y a force de parler des moyens, on a évincé les fins, et quand il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sens, et quand il n'y a pas de sens, c'est un non-sens. Et ce non-sens se retrouve dans tous les grands corps de la France, dit-il, et il appelle ça la subversion managériale. Et il a donné 3 exemples de cette subversion managériale. Dans la défense, dans la culture, dans l'école. Alors je ne ferai pas une liste exhaustive de tous ces exemples qu'il a donnés sur ces 3 domaines, mais il a pris par exemple pour la défense, tous les gens fonctionnent maintenant avec des contrats d'opération, donc c'est des contrats, il ne s'agit plus de défendre un pays, il ne s'agit plus de... Non, c'est des contrats, et puis on sous-traite de plus en plus à des mercenaires, donc le soldat est un employé, finalement l'officier il fait partie, c'est un cadre supérieur, et ils sont chargés d'acheter de la défense à des mercenaires et des gens équipés. Et ça, à juste raison d'ailleurs, pour Debré, c'est le passage du XXIe siècle au XVIe siècle. La culture, par exemple. Et donc on ne parle pas d'autre chose que de chiffres clés de la culture. Et donc ce n'est plus le prix littéraire qui fait le succès, mais c'est le succès qui fait le prix littéraire en ce qui concerne la littérature par exemple. Le Louvre est devenu une marque déposée, l'œuvre d'art est un investissement spéculatif, il suffit de regarder les œuvres de Damien Hirst ou de Jeff Koons, enfin pas de les regarder, mais de regarder quel est le commerce qui se joue autour de ça. Et pour conclure, dans la culture, encore une fois je n'ai pas été exhaustif, il dit en fait le spectaculaire est remplacé par le spéculatif. Et puis il pense au 3e domaine, le domaine de l'école. Et alors, bien sûr, les signes ostensibles de religion ont disparu, mais d'autres signes ostensibles sont apparus, et ce sont les signes des marques, sur les cartables, sur les baskets, sur les habits, sur les polos, etc., etc.
Et, et Debré dit après ça, allez expliquer à ces gens, normalement, à ces jeunes gens dont on doit faire des citoyens, allez expliquer que la richesse ne crée pas de droits. Évidemment, c'est difficile à expliquer après qu'effectivement les signes de richesse soient ostensibles. Il parle aussi dans l'école non plus d'un enseignement, il parle de dressage, et il dit que finalement on trouve le dressage assez vite, assez tôt, puisqu'en troisième on fait faire au môme un stage dans l'entreprise, et ce stage dans l'entreprise doit être le premier apprentissage du catéchisme qui sera nécessaire d'apprendre quand on ira faire une école de commerce pour les plus riches, et quand il s'agira d'aller sur le marché du travail pour les plus pauvres. Alors, il a une petite nostalgie, quoi. Il disait, bon, dans l'école, on apprenait le monde, et puis après, on apprenait à le rendre meilleur. Donc, comment on réfléchit à son monde, comment on le comprend, comment on l'appréhende, avec de la culture générale, et puis après, comment on essaie de le rendre meilleur, parce que le monde n'est pas satisfaisant. Là, on n'apprend plus du tout ça. On apprend à l'aimer, ce monde tel qu'il est, et à s'y adapter. Si bien qu'il y a deux... Et donc, évidemment, pour apprendre à s'adapter au monde, c'est plus l'enseignement, c'est l'enseignement au rabais. Donc cet enseignement au rabais est dispensé pour les pauvres. Quant aux riches, eux, ils se payent des précepteurs pour éviter ce rabais. Et on retombe dans des structures féodales qu'on a connues dans l'Ancien Régime. Donc là encore, il y a une régression assez forte. Alors après, elle parle de l'Europe et de la France, pour dire, bah oui, mais ça, il nous apprend rien, qu'on ne fait pas une Europe avec une monnaie, enfin qu'on ne fait pas une communauté ou une nation avec une monnaie, mais qu'il y a quelque chose qui est plus important encore, c'est que c'est un assemblage, une juxtaposition de peuples, que rien ne réunit dans le fond, sinon la monnaie, sinon les intérêts économiques, évidemment, sinon le business. Et donc tout est à l'horizontale. Finalement, l'Europe, dit-il, meurt d'horizontalité, puisque rien ne peut émerger de la loi du chiffre. Et si rien n'émerge, il n'y a pas de point haut. Et il a expliqué très bien ça dans un autre livre dont je ferai la présentation sûrement dans quelques temps, qui s'appelle L'éloge des frontières, où il explique que dans les communautés se créent parce qu'il y a des points hauts, c'est-à-dire des points où on peut lever les yeux, des aspirations qui permettent de construire des destins communs. Et il parle de la France dans cette Europe, et il dit la France se disloque évidemment parce qu'il n'y a pas cette aspiration haute, et donc elle se disloque pour en trouver dans des communautés, et c'est pour ça qu'elle se disloque en ghetto, en réseau, en confession, en ethnie, en lobby, etc. Et il conclut par cette phrase, cette petite approche sur les pays, il conclut par cette phrase: nous sommes endeuillés d'un destin collectif. Autre réflexion qu'il nous livre, c'est l'idée de se coller à son temps. Vous savez, il faut épouser son temps. Et il raconte l'histoire de Daumier qui dit exactement cette phrase à son fils qui s'appelait Ingres. Et Daumier dit à son fils: il faut épouser son temps. Et le fils a fait cette réponse à son père: et si le temps a tort? Et oui, il faut coller à son temps, même si le temps a tort, pour ne pas rester en rade. Il faut donc être de son temps, et en 1940, être de son temps, ça s'appelait collaborer. Et puis il parle après des élites, et il dit le problème des élites, mais qui n'est pas que d'un problème d'élite, mais il se trouve qu'ils en sont frappés de ce problème, c'est que l'histoire du monde, pour ces élites, commence à la chute du mur de Berlin, et celle de la France commence au D-Day, au débarquement américain en Normandie. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, on n'a plus le recul de l'histoire, du temps long, pour comprendre les phénomènes et les événements qui arrivent dans le monde. Or, tous les événements qui arrivent s'inscrivent dans le temps long et la profondeur du temps. Donc, ne pas les comprendre, c'est courir à la catastrophe, et on voit bien aujourd'hui que, en matière, par exemple, de compréhension des événements internationaux, il y a un manque de recul total. Et on est capable de déclencher des guerres à droite ou à gauche sans bien comprendre les conséquences que ça va avoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le recul du temps long et de la profondeur du temps que tous les événements, dans lesquels tous les événements naissent et se développent et se déploient. Alors, il n'est pas si... il est quand même... Bon, c'est un constat, hein, donc il n'est pas optimiste. Je préfère les pessimistes éclairés aux optimistes béats.
J'ai rarement vu, pour tout vous dire, des optimismes éclairés. Donc il n'est pas optimiste, il pense que le pire peut ne pas arriver. Et puis il dit aussi cette phrase que je voudrais vous citer en forme de conclusion. Il dit: il arrive que le business ne fasse pas le bonheur et qu'on ait besoin de choses inutiles. Il arrive que le business ne fasse pas le bonheur et qu'on ait besoin de choses inutiles. Voilà pour ce petit livre de 54 pages, 5 euros, aux éditions du Cerf, Régis Debray, L'erreur de calcul. Je vous le conseille vraiment. C'est une belle réflexion d'un bel esprit. Et on aurait tort de se priver de ça. Ça nous change des réflexions médiocres d'esprit beaucoup moins beaux. Voilà pour ce livre. On se revoit une prochaine fois pour un prochain livre. Au revoir.